Salut mes petits renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler l'exploration du renard. En fait, ça va tout simplement être des vidéos sur des, entre guillemets, des points lecture thématiques. Chaque fois, donc on va aller soit dans différents pays, soit vers différents genres de la littérature. Là, on commence avec cette première vidéo qui va être sur les polars nordiques, parce que j'en ai lu pas mal cette année. Rien que cette année-là, j'en ai lu déjà 3, je crois. Oui. Donc, je trouve ça pertinent de les réunir dans une espèce de point lecture un peu spécial. Voilà. On va commencer tout de suite. Le tout premier polar nordique dont je voulais vous parler, et d'ailleurs c'est le premier livre que j'ai lu en janvier 2021, il s'agit de La Voix de Arnaldur Indridason, que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai prêté à ma mère, je crois qu'elle ne l'a pas encore lu, mais voilà, je vous mets une image à côté comme d'habitude. C'est en fait le troisième opus de la saga du personnage récurrent Erlendur, qui est un commissaire de police islandais. Arnaldur Indridason est lui-même islandais. Donc nous sommes à Reykjavik, donc à la capitale, dans la capitale de l'Islande. Nous sommes avec ce personnage-là. Cette saga commence avec La Cité des Jarres, que j'avais lu il y a moult années et que je n'avais pas du tout aimé. Je ne pensais pas du tout continuer la saga Erlendur, mais le phénomène Séverine est arrivé et elle a adoré La Cité des Jarres, puis La Femme en Verre, puis La Voix. Donc fin d'année 2020, j'ai lu avec ma copine Chris, on a lu La Femme en Verre, qu'on a beaucoup aimé, donc qui est le deuxième opus si vous avez suivi de la saga Erlendur, qui va être vraiment, pour vous résumer rapidement, un cold case avec un squelette qu'on retrouve dans les fondations d'une maison et qui va nous ramener à la Seconde Guerre mondiale, et voilà, du coup qui va entraîner Erlendur et ses collègues dans cette espèce de cold case qu'ils vont résoudre à la fin. Et ça nous développe petit à petit le personnage d'Erlendur qui a une vie complexe, surtout une vie familiale très complexe, puisqu'il a abandonné assez jeune ses enfants suite à sa séparation avec son ex-femme, et il ne s'est jamais battu pour les élever, pour avoir un droit de garde, ne serait-ce que le week-end, et là il s'en mord un petit peu les doigts, surtout qu'il commence à reprendre contact avec sa jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle sa fille, enfin bref. Il commence à reprendre contact avec elle et elle est très très perturbée, elle est très instable, et en fait il y a une espèce de relation amour-haine entre eux parce qu'elle veut, enfin voilà, retrouver son père, le découvrir, qu'il la reconnaisse comme étant sa fille, enfin elle veut qu'il y ait une relation entre eux, mais pour autant elle le déteste toujours pour ce qu'il lui a fait quand elle était, enfin pour le fait qu'il l'a abandonnée, elle et son frère. Donc du coup c'est assez compliqué entre eux. Et c'est vrai que ce personnage d'Erlendur est très particulier. Je pense qu'on aime ou qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas du tout, parce qu'il est, voilà, il est très bizarre. Moi, il faut dire que dans les 2 premiers tomes, donc La Cité des Jarres et La Femme en Verre, je ne l'ai pas vraiment apprécié. C'est un personnage qui m'agaçait en fait par son côté très vieux jeu, son côté très renfrogné et vieux loup solitaire, qui est toujours là aussi à râler, à bougonner tout le temps, et à pas être forcément très agréable, même avec les témoins qui l'interrogent ou même avec ses collègues. Voilà, il me gonflait un petit peu par ses réactions. Mais justement avec La Voix que j'ai lu donc et dont je voulais vous parler dans cette vidéo, j'ai trouvé vraiment que par rapport aux opus précédents, le personnage d'Erlendur s'est détendu du slip, j'allais dire, mais il s'est détendu. Il est devenu un petit peu plus sympathique et il s'est un petit peu plus lâché aussi au niveau des vannes. Bon, il a toujours cet humour très cynique auquel on accroche ou on n'accroche pas, évidemment. Il a toujours ce petit côté vieux loup solitaire, mais ce petit côté qui est moindre en fait, je veux dire, qui le rend attachant et qui ne le rend plus agaçant. J'ai trouvé que ça s'était un peu plus allégé dans La Voix, et c'est ce que j'ai adoré. J'ai adoré redécouvrir ce personnage qui évolue, qui s'ouvre un petit peu au monde, qui s'ouvre à ses collègues et qui commence voilà, à se poser des questions sur sa vie, qui commence à envisager peut-être des relations amoureuses avec les femmes avec lesquelles il a toujours eu beaucoup de mal en fait. Et on voit clairement que c'est un homme qui ne comprend absolument rien aux femmes, qui ne connaît rien à la séduction, comment les femmes fonctionnent, comment il faut leur parler, qui est vraiment vierge de tout ça.
et c'est hyper mignon, c'est hyper émouvant. Et voilà, sa relation avec sa fille évolue aussi. Il y a quelques moments très touchants, d'autres moments qui sont toujours agaçants parce que les deux, ils peuvent pas s'empêcher de toujours se fighter, hein, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, plus pour le développement des personnages principaux que pour l'enquête en elle-même, qui est quand même une enquête assez entre guillemets classique, puisqu'on va retrouver un portier qui est mort dans son propre hôtel, déguisé en Père Noël, dans le cagibi, avec le pantalon baissé dans une position très explicite. Il est mort comme ça et il va y avoir voilà, une enquête un peu voilà, classique avec l'interrogatoire des témoins, des suspects et tout ça, et même la résolution de l'enquête n'est pas fifole. Voilà, ça se laisse lire pour l'enquête, ça se laisse lire pour l'intrigue, mais moi j'ai plus lu et j'ai plus aimé pour le personnage d'Erlendur et ses collègues Oli et comment ça s'appelle, Elinborg, qu'on commence aussi à beaucoup découvrir petit à petit. C'est des personnages secondaires qu'on sent aller au fur et à mesure passer du second au premier plan. Voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Par contre je ne lirai pas L'Homme du Lac tout de suite parce que je sais que il paraît qu'il utilise pas mal les mêmes ficelles et j'ai pas envie trop de me lasser. Voilà, moi il y a des sagas comme ça où j'ai envie de prendre mon temps parce que je les lis pour l'évolution des personnages et pas vraiment pour les enquêtes en elles-mêmes. Du coup j'en ai fini pour ce premier polar nordique qui nous vient tout droit d'Islande. On va passer à la Suède avec Roseanna de M. Joal et P. Wallo. Donc ça a été écrit je crois en 1963 ou 1964, donc c'est assez vieux. On va retrouver ici une jeune femme qui est retrouvée justement morte dans le canal de Motala, voilà, en Suède. Et on va dépêcher donc Martin Beck, qui est le personnage récurrent de cette saga, qui nous vient tout droit de Stockholm, de la capitale, et qui arrive à Motala pour mener son enquête. On va beaucoup voyager entre Motala, Stockholm, Göteborg et autres villes. Donc ça, c'est très agréable parce que j'adore ce pays et j'ai adoré me retrouver dans cette Suède des années 60. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a totalement coupé du monde actuel et totalement coupé des polars et thrillers actuels où la technologie est un peu reine, hein, où il suffit d'un clic, il suffit d'un appel pour résoudre une enquête, où tout va très très vite, voire trop vite. Et là, on est vraiment cool, on est dans les années 60, il y a encore les cabines téléphoniques, il y a les télégrammes, il y a les téléphonistes, il y a les petits par-dessus, les petits chapeaux, les petites clopes que tu peux fumer dans tous les lieux publics. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des vieilles enquêtes un peu à la Colombo, mais presque ça. C'est un vieux polar qui vous ramène dans ces années-là où je veux dire, tout n'allait pas aussi vite, où les enquêtes prenaient vraiment leur temps, où il fallait plus de 6 mois, 1 an pour résoudre des crimes. Et vraiment, ça change des polars que l'on lit actuellement, qui sont toujours dans la course-poursuite, toujours on veut aller plus vite que la musique. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les auteurs veulent vraiment nous replacer un contexte très réaliste, voire ultra, ultra réaliste, pour vraiment nous montrer à travers cette enquête c'est plus finalement un roman presque sociétal pour nous montrer la Suède des années 60, comment ça se passait dans le contexte policier, mais aussi dans les familles, parce que là on entrevoit aussi Martin Beck, ce commissaire, dans sa propre famille. Donc sa femme est au foyer, il a ses enfants qu'il ne voit pratiquement jamais. C'est un personnage d'ailleurs très antipathique, il faut le dire, il ne m'a pas du tout plu. Il est assez en retrait avec ce style assez austère, ce style un peu typique des romans nordiques, des polars nordiques. Il est beaucoup en retrait aussi par rapport au lecteur, il ne se dévoile pas beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est pas un personnage très très sympa, il ne faut pas lire pour le personnage. Moi j'ai lu presque comme un documentaire au travers duquel j'ai découvert un peu cette Suède ces années-là, comment se passaient les enquêtes, parce que par exemple les interrogateurs nous les retranscrivent tels quels, enfin je veux dire, on nous place vraiment d'une manière volontaire, d'ailleurs c'est Henning Mankell qui le dit dans la préface, un contexte très très réaliste.
On n'enjolive pas la réalité, on n'enjolive pas la durée des enquêtes, on n'enjolive rien du tout. Il y a des moments où il se passe rien et là c'est clairement traduit dans le livre. Et parfois on se fait un peu chier, je suis désolée, mais on s'emmerde un petit peu. Donc c'est vrai qu'à la fin j'avais hâte que ça se termine. Donc c'est vraiment pas le roman de l'année, c'est pour moi, je vais lire la suite. Mais pas tout de suite parce que je sais que c'est un roman maintenant, je sais maintenant que c'est une saga qui va vraiment prendre son temps avec des personnages pas très sympathiques et c'est bourré de testostérone, je veux dire, il y a pas de... Enfin les femmes sont soit des victimes, soit des appâts ou alors les femmes des commissaires ou des inspecteurs, enfin je veux dire, il n'y a pas de femmes dans la police en Suède dans les années 60, c'est d'ailleurs ce que disait Camille Agreb dans l'Archipel des larmes. Voilà, c'est vrai que c'était un roman assez féministe sur l'absence malheureusement des femmes dans la police suédoise des années 60 et plus je crois, enfin je sais plus exactement les dates, mais là c'est clairement retranscrit. Ici aussi on le sent vraiment que c'est un univers masculin et ça a vraiment manqué de féminisme, de féminité, de présence féminine tout simplement. Je le regrette un petit peu mais je le replace aussi dans le contexte historique. Il ne faut pas s'attendre en fait à des super twists de fou, il n'y en aura pas, je vous préviens. C'est une enquête qui suit son cours, c'est pas non plus hyper haletant, c'est pas hyper rythmé, c'est pas très dynamique, mais ça a le mérite d'être ancré vraiment dans le réel. Et d'ailleurs je vais vous lire un extrait parce que ça m'a beaucoup fait rire. Parfois les auteurs ils ont abusé au niveau... on sent le sarcasme en fait dans leurs plumes. En fait, ils veulent tellement nous ancrer dans la réalité qu'ils mettent parfois des choses presque qu'ils savent inintéressantes pour le lecteur, mais pour leur propre amusement ou pour l'amusement du lecteur, ils le notifient quand même et j'ai trouvé ça très très marrant. Donc je vais vous lire, c'est le prologue je crois. En fait, on se demande à qui on doit s'adresser administrativement pour draguer un canal. Et il y a toute une espèce de truc de schmilblick administratif qui est vraiment complexe à comprendre et c'est très sarcastique en fait, c'est très cynique, donc il faut que je le retrouve. Je vais vous lire l'extrait. Il fallait indiscutablement faire quelque chose. Dès le mois de mai, la compagnie du canal demanda du matériel de dragage. La requête passa par toute une série de fonctionnaires perplexes et finit par aboutir à l'Office national d'armement et de navigation suédois, lequel conclut que le travail devait être effectué par une drague à godets du génie civil. Or, cet organisme constata que les dragues à godets dépendaient précisément de l'Office d'armement et de navigation. En désespoir de cause, il s'adressa à la commission portuaire de Norrköping qui renvoya sur le champ les documents de réquisition à l'office d'armement et de navigation qui les transmit au génie civil où quelqu'un décrocha un téléphone et appela un ingénieur pour qui les dragues à godets n'avaient pas de secret. Donc en fait c'est vraiment pour vous montrer que l'administration c'est un bordel sans nom, que ce soit en Suède, en France ou partout, et j'ai trouvé ça marrant dès le prologue en fait de nous faire de nous montrer clairement voilà dans quoi on s'embarque. Voilà, vous voyez là, vous les lecteurs, on va clairement tout vous dire, même les trucs, les détails les plus chiants, on va vous les notifier, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai trouvé ça amusant. Bon après c'est sûr que ça tirait un petit peu en longueur, mais c'était une bonne enquête à lire quand même, c'était assez reposant de lire une enquête assez lente comme ça. Et je lirai la suite, voilà, je lirai la suite parce que je suis curieuse de connaître les aventures de Martin Beck et pourquoi pas qu'il connaisse lui-même ce personnage-là, un développement un peu plus sympathique parce que je l'ai trouvé voilà, assez renfermé et pas très cool quoi. Ensuite, dernier roman de cette exploration du renard dans les polars nordiques, il s'agit de Persona de Erik Axelsson que j'ai écouté en audio. Pour ceux qui ont vu mes chroniques, vous savez que c'est un énorme coup de cœur de tous les temps. Un coup de cœur incommensurable, inconsidérable. J'ai surkiffé ce livre et j'ai l'impression que je vais en parler très très mal parce que il est encore dans ma tête, il est encore là, voilà. Je suis ridicule, je sais, mais j'ai surkiffé ce livre. Voilà, j'ai surkiffé ce livre. Ce livre, vraiment, il a eu une histoire assez particulière parce que je l'ai commencé en audio et je ne comprenais strictement rien. Mais rien de rien. Alors même en papier, il faut vous attendre d'être peut-être un peu perdu dans les 20%, jusqu'aux 20% du livre parce que tout se met en place et c'est une pure... J'allais être grossière, mais c'est une intrigue extraordinaire qui se met en place et du coup, tout est assez complexe. Il faut vraiment laisser le temps que les personnages
soit placée, que l'intrigue soit placée, parce qu'on va suivre en fait 3 femmes. Donc ce récit va être 100% féminin, ça va être chouette. On va suivre d'abord Jeannette, qui est une commissaire en Suède. Oui, ça se passe aussi en Suède, mais je sais plus si c'est à Stockholm. Je crois que c'est à Stockholm. Une commissaire en fait qui s'occupe d'une affaire criminelle. On va retrouver le cadavre de mineurs qui sont retrouvés momifiés en fait dans des endroits un peu bizarres, un peu malfamés et tout ça. Ils n'ont pas de papier d'identité, ils semblent ne pas avoir de famille. Enfin, c'est un peu bizarre tout ça. Et l'enquête prend vraiment son temps. Elle est un peu mise au second plan, on va dire. C'est pas vraiment le premier plan. Alors oui, certes, c'est un polar, il y a une enquête, mais c'est pas vraiment le truc principal. On va aussi suivre Sophia, qui est une psychologue qui a aussi, on suit un peu sa vie privée, ses hauts, ses bas avec son compagnon. Et elle a plusieurs patients, dont Victoria Bergman, une patiente assez récente, qui s'avère, on le sait très très vite, être une serial killeuse. Voilà, une femme un peu psychopathe sur les bords, qui a une histoire familiale très compliquée, qui a subi énormément d'abus. Et j'étais très touchée en fait par Jeannette. Elle a subi énormément de pression dans son boulot. Pourquoi ? Parce que son enquête déjà n'avance pas, et puis plus généralement parce que c'est une femme et qu'elle est commissaire, qu'elle se doit d'être plus forte et de prouver plus, de se battre beaucoup plus pour prouver sa valeur, parce que sa hiérarchie est entièrement constituée d'hommes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi une femme est aussi haut placée, qui lui mettent des bâtons dans les roues quand ils le peuvent, qui font passer des hommes en promotion avant elle, alors qu'elle a tous les mérites du monde. Voilà. Donc c'est vraiment une hiérarchie très masculine, très sexiste. De plus, en fait, l'enquête va nous révéler beaucoup d'injustices. Évidemment, comme c'est des jeunes sans-papiers qu'on va retrouver morts, l'enquête et les procureurs, etc., mettent beaucoup moins... Enfin, ne sont pas vraiment hyper méga pressés pour résoudre l'enquête. Disons que s'ils peuvent la classer le plus vite possible, coupable ou pas, ils le font, parce que finalement c'est que entre guillemets des sans-papiers pour eux. Donc on voit aussi toute cette injustice derrière le système judiciaire. On voit ce sexisme ambiant dans la police, donc il y a quelques quand même dénonciations sous-jacentes. De plus, Jeannette est la seule personne de son foyer qui travaille, puisque son mari est peintre et il ne travaille pas, il est à domicile et il s'occupe de la maison, etc. Il gagne pas forcément sa vie, du coup c'est elle qui ramène un peu les sous-sous à la maison pour faire bouillir la marmite. Ils ont un fils. On sent qu'il y a quand même une complicité entre le père et le fils qu'elle n'a pas avec l'un ou avec l'autre. Donc elle est assez à l'écart dans sa vie en fait familiale. En même temps, voilà, elle se doit d'être une mère pour la société, elle se doit d'être une bonne épouse aussi. Donc elle est très fatiguée de jouer plusieurs rôles et de ne pas pouvoir se reposer. C'est une femme forte qui joue au foot, qui a des vannes, qui a des punchlines. C'est vraiment une femme méga intéressante, intelligente, qui a des galères dans la vie, qui a des failles, qui n'est pas parfaite, qui a ses humeurs. Enfin, c'est vraiment une femme qui m'a énormément touchée. On aborde plusieurs thématiques assez dures, dont la thématique de l'enfant soldat dans un pays d'Afrique, vous découvrirez pourquoi. On aborde aussi les abus sexuels que peuvent subir certains enfants et certaines personnes, plus généralement, les prédateurs sexuels, leur déviance, etc. La pédocriminalité, la pédopornographie, enfin, il y a tout un monde un peu dark, qu'on aborde. Et tout ça, vous pouvez vous dire, ça n'a ni queue ni tête ce qu'elle raconte, ça n'a rien à voir. Mais tout ça est magnifiquement bien enchevêtré dans plusieurs niveaux d'intrigue. Et c'est ça qui est génial. Voilà, c'est vraiment ça qui est génial, c'est qu'on n'est pas là à suivre un truc linéaire. Début de l'enquête, fin de l'enquête, terminus. Non, c'est pas du tout ça. C'est une histoire hyper complexe, hyper riche, hyper dense, avec plein de personnages qui fourmillent. On a Jeannette avec ses collègues, avec sa famille. On a Sophia, la psychologue, avec son petit ami. On retrouve aussi, on part dans des flashbacks avec le passé de Sophia. On se doute aussi qu'elle a des blessures. On a aussi Victoria. Pour moi, tout est vraisemblable. Rien n'est laissé au hasard. Tout est au cordeau. Tout est nickel. Voilà, tout est nickel. Et avec cette espèce d'écriture, avec une pesanteur, une espèce de dépression sous-jacente. Après, il faut prendre ce livre comme
pas comme un one-shot en fait. On sait clairement que à la fin de ce livre, vous n'allez pas pouvoir dire bah je lis que celui-ci et puis terminé. Non, il faut lire la trilogie, je pense que ça fait un espèce de gros roman à part entière quoi. Et c'est une merveille. Et franchement, là, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit de ma vie. Je crois que je ne l'ai jamais dit pour aucun livre de toute ma vie. C'est le livre, donc Persona, est le livre que j'aurais aimé écrire. Voilà. Je ne sais pas si j'écrirai un livre un jour, mais si j'écris un livre un jour, j'aimerais écrire un roman aussi intelligent que celui-là. J'aimerais écrire un roman aussi engagé que celui-là. Dans le féminisme, par exemple, avec nos 3 héroïnes qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont ce vent de colère, qui ont envie qu'on les reconnaisse en tant que femmes, en tant que femmes égales aux hommes, qui sont souvent dans la révolte en fait de ces inégalités constantes. Parce que oui, même si dans les pays nordiques, ils font plus d'efforts que chez nous, il y a plus d'égalité que chez nous, c'est pas encore non plus très net dans certains milieux comme dans le milieu de la police. Je trouve ça d'une subtilité, je trouve ça d'une intelligence folle. On mélange intrigue, on mélange personnages très complexes, très imparfaits, avec ce vent de féminisme, avec ces injustices dans la police, avec toutes ces violences en fait autour qui virevoltent un peu autour de nous, ces déviances sexuelles, ces prédateurs aussi qui sont toujours là dans la nature, ces manipulateurs nés, enfin il y a tout ce petit monde là et ça se noue d'une manière mais très intelligente. On dirait que voilà, tout a été bien pensé pendant des années avant de le mettre à l'écrit. C'est une formidable aventure et je lirai vraiment cette trilogie, la fin de cette trilogie dans l'année parce que j'ai été sur le popotin. Vraiment, il faut que vous lisiez ce livre, cette trilogie. Je vais m'atteler à lire Trauma et Catharsis et ensuite je lirai tous de ces auteurs-là. C'est juste ouf, voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez déjà long. Donc voici la première vidéo de l'exploration du renard dans les pays nordiques avec ces petits polars sympathiques. C'est mon genre préféré, je pense, et je vais de plus en plus en lire parce que j'adore ça et que chaque fois j'ai des frissons de fou en lisant ces polars nordiques. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire dans les prochains mois, voire années à venir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter. Vous, quels sont vos polars nordiques préférés? Quels sont ceux qui vous ont déçus? Quels sont ceux que vous avez déjà lus cette année? Voilà, j'aime bien qu'on discute, donc n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit pouce bleu serait cool ou un petit partage. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard. Bisous.